Première partie, les Ides de Mars, une scène d'ombre. Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, l'aube se leva sur Rome comme n'importe quel autre jour. Et pourtant, il était destiné à résonner à travers l'éternité. Ce jour-là, un homme, conquis la Gaule, franchit le Rubicon, tenait le destin de la République entre ses mains, allait trouver sa fin non pas sur un champ de bataille lointain, mais au cœur même de la ville qu'il commandait. Jules César, le dictateur perpétuel, s'apprêtait à assister à une réunion du Sénat. L'air était épais de murmures et de mauvais augure. Un aruspice l'avait averti de se méfier des Ides de Mars. Sa femme avait été tourmentée par de terribles cauchemars, pourtant César, toujours dédaigneux de la superstition, avançait vers son destin. La scène était prête au sein du théâtre de Pompée, un grand complexe public où le Sénat se réunissait temporairement. C'est ici, entouré des symboles de la vie civique romaine. Section 2. La République sur le fil du rasoir. La marmite politique. Pour comprendre les poignards des Ides de Mars, il faut d'abord saisir l'état fragile de la République romaine. Pendant plus d'un siècle, le système avait gémi sous une pression immense. Rome n'était plus une petite cité-État. Elle était la maîtresse d'un empire vaste et en pleine croissance. Et ses institutions politiques, conçues pour une époque différente, peinaient à s'adapter. Le fossé entre l'élite fabuleusement riche et les masses appauvries s'était creusé jusqu'à devenir un abîme, créant un paysage volatile de troubles sociaux. Le pouvoir politique était devenu un jeu à somme nulle, une compétition féroce menée entre des aristocrates ambitieux qui commandaient des armées personnelles et exigeaient une loyauté indéfectible. Les anciennes règles de gouvernance partagée et de respect mutuel au sein de la classe sénatoriale s'effondraient, remplacées par le factionnalisme, la corruption, la violence. La République était malade et beaucoup craignaient qu'elle ne soit en train de mourir. C'est dans ce monde turbulent qu'est entré Caius Julius César. Il était un produit de ce système brisé, un aristocrate brillant et impitoyablement ambitieux qui savait jouer le jeu mieux que quiconque. Son génie militaire, démontré de manière si spectaculaire dans la conquête de la Gaule, lui apporta une richesse immense et la dévotion fanatique de ses légions. Ses politiques populistes, la redistribution des terres, l'allègement de la dette, lui valurent l'adoration du peuple de Rome. Il a systématiquement déjoué ses rivaux, culminant dans une guerre civile qui le laissa maître incontesté du monde romain. En 44 avant JC, le Sénat l'avait comblé d'honneurs sans précédent, le déclarant dictator perpetuo, dictateur à vie. Ce titre, plus que tout autre, fit trembler la vieille garde. Il a peut-être refusé publiquement un diadème, mais pour de nombreux sénateurs, le geste était trop peu, trop tard. Troisième section. Un rassemblement de poignards. Les visages de la conspiration. Le complot contre César n'était pas une mince affaire. Les sources antiques suggèrent que 60 sénateurs ou plus y étaient impliqués, une part significative du corps dirigeant. C'était une vaste coalition d'hommes, unis par un objectif commun, mais animés par un mélange complexe de motivations individuelles. À la tête se trouvaient deux personnalités très différentes. Caius, Cassius, Longinus, Marcus, Junius, Brutus. Cassius était la force motrice et pragmatique derrière la conspiration. Il l'avait combattue pendant la guerre civile et, bien que pardonné, ne s'était jamais résigné. Organisateur infatigable, il recrutait pour la cause. Brutus, d'autre part, était le visage public et le cœur moral de la conspiration. Il se réclamait du fondateur légendaire de la République. Relations étroites, compliquées et symbole puissant pour légitimer l'acte. Section 4. Les motifs dans la brume. Liberté. Vengeance. Peur. La raison officielle claironnée par les conjurés était simple et noble. Ils ont tué César pour sauver la liberté de la République romaine. C'était la bannière idéologique de Brutus. L'accumulation de pouvoir de César en tant que dictateur à vie semblait incompatible avec la République. Un idéal puissant. Sous cette philosophie, des motivations plus personnelles. Affront, reconnaissance refusée. Aristocrate fier, ambitieux, habitué à rivaliser pour les honneurs désormais dépendants d'un seul dispensateur, César. Vengeance et statut, catalyseur puissant, la peur, proscription récente, purge, un homme au pouvoir absolu pouvait les détruire d'un mot. Et l'ambition pure, le vide de pouvoir à saisir. Un mélange trouble de principes, vexation, peur et ambition. Notre compréhension de l'assassinat de César est façonnée par quelques écrivains anciens. Suétone, biographe, raconte avec détail et présage. Plutarque, moraliste, nuance les personnages.
Ils écrivent un siècle plus tard. Suétone aime les présages et les dernières paroles, mais certains disent que César n'a rien dit, tirant sa toge sur sa tête. Appien décrit les conséquences politiques, chaos, oraison d'Antoine, fuite des conjurés. Dione compile tardivement, s'appuyant sur des sources perdues. Aucun n'était témoin oculaire. L'époque impériale colore leurs récits. Préjugés, moralisme, conventions littéraires. Ils se contredisent sur des détails clés. La voix la plus proche. Cicéron, témoin du Sénat ce jour-là. Ses lettres, brutes, non filtrées, inquiètes. Il se réjouit du tyran mort, mais craint l'absence de plan. Correctif indispensable au récit poli, une texture contemporaine des jours suivants. Au-delà des papyrus, la pierre, le métal, la brique parlent. L'archéologie ancre le récit. Pendant des siècles, l'emplacement exact était discuté. Les fouilles du Largo ont révélé la curie de Pompée, une structure en béton érigée par Octave, précisément là où César fut tué. Un acte de mémoire qui confirme physiquement le drame. La monnaie, propagande politique antique. Brutus frappe un denier audacieux. Son portrait. 2 poignards et un pilus. Inscription EID Mar, la liberté par le meurtre. Une preuve matérielle qui parle aussi fort qu'un texte. Les titres gravés tracent l'ascension et révèlent l'angoisse politique. On suit carrière et liens des conspirateurs avant-après les ides. Mais ces preuves disent le quoi, où, quand, rarement le pourquoi. Les motivations demeurent dans les sources littéraires. L'image naît du croisement minutieux. Le terrain matériel interroge le récit écrit, et inversement. Immédiatement après l'assassinat, les libérateurs ont commis une erreur de calcul fatale. Ils crurent que le peuple se soulèverait et les acclamerait en héros. Mais ils ne furent pas accueillis par des acclamations. Silence, peur, Rome se replie. Ils n'avaient aucun plan au-delà du meurtre. Le tournant? Les funérailles publiques, orchestrées par Marc-Antoine. Oraison funèbre, chef-d'œuvre rhétorique. Il rappelle les triomphes. Il lit le testament, argent pour chaque citoyen, et jardins offerts au peuple. Antoine montre les 23 coups. Brandit la toge ensanglantée. La douleur devient fureur. La foule s'enflamme, au sens propre. Les maisons des conjurés, ciblées. Brutus et Cassius fuient Rome. Autorité anéantie. L'assassinat déchaîne le peuple et l'armée, force plus destructrice que César. Les historiens modernes, armés de nouvelles méthodes, décollent les couches de mythes. L'image noble de Brutus est questionnée. Brutus peut être plus ambitieux, Cassius, plus astucieux et de principe. La menace césarienne a-t-elle été exagérée? Les réseaux expliquent de qui rejoint et pourquoi. Souvent, on tue un dirigeant, pas le système. Les libérateurs voulaient sauver la République. Mais l'assassinat porta le coup fatal au système. Philippe, puis une décennie de guerre. À la fin, Octave triomphe. Il restaure la République, façade d'un pouvoir concentré. Il devient princeps, une monarchie sans le nom. Les problèmes complexes ne se résolvent pas par un acte simple et violent. Tuer un homme n'est pas tuer une idée. Les poignards des ides de Mars n'ont pas sauvé la République. Ils ont garanti l'Empire. Eh bien, voilà la leçon des ides.